Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackers et apprentis hackeuses. Cette semaine, on va faire donc la machine que je voulais faire la semaine dernière, qui est la machine DC6. On en a déjà fait plusieurs machines DC sur la chaîne Hack-Size, 3 ou 4 je dirais, voyons voir ça. DC, on est sur la 4ème, donc on avait fait la 1.4.9, maintenant on va faire la 6. Alors pourquoi cette machine, outre le fait que j'aime bien les machines d'essai, c'est parce que j'ai un collègue avec qui je fais un test d'intrusion en ce moment qui me dit qu'il galère à comprendre comment fonctionnent les CSRF, et comme donc il y a une vulnérabilité de type CSRF sur cette machine, je me suis dit c'est l'occasion d'en parler sur la chaîne Hack-Size, puisqu'on n'en a pas encore parlé, des vulnérabilités de ce type. Alors, dans un premier temps, donc on lit le descriptif, donc comme à chaque fois je vais le faire, c'est une machine que j'ai déjà faite, donc je le fais avec des solutions pour vous amener directement en suivant donc le bon chemin d'entrée, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Et donc dans le descriptif fourni par le créateur ou la créatrice de la machine, on voit que il donne une petite astuce pour éviter d'attendre quelques années sur une partie, on imagine, brute force. C'est qu'il va réduire le dictionnaire de RockU. Donc si je fais sa commande, ça va me générer à partir du dictionnaire de RockU qui fait 14 millions de mots de passe, si je dis pas de bêtises, voilà. Et on va se retrouver avec un fichier password.txt qui lui fait 2600 mots de passe, donc on perdra moins de temps sur la partie brute force. Évidemment, dans la vraie vie, on n'a pas cette indication, mais là, on est sur une machine prise sur VulnHub et qui est présente sur Usmi à attaquer. Bien, donc première chose à faire, le scan and map que j'ai déjà fait en amont pour vous éviter d'attendre. Donc j'ai mis le résultat ici, DC6 and map. On voit qu'il y a 2 ports ouverts, assez classiques sur les machines Linux. Généralement on a 3 ports, le 2280-443. De plus en plus d'ailleurs on a même plus le 22 parce qu'il est filtré sur les IP sources. Mais pour cette machine nous avons bien le 22 et le port 80. Une indication aussi intéressante remontée directement par Nmap, mais de toute façon on l'aurait vite vu, c'est que si on se connecte sur la machine, ça renvoie sur Wordy. On va le faire de suite, on est sur le channel CTF05, donc on attaque la machine CTF05, et quand on se connecte dessus, on voit bien qu'il y a une redirection vers Wordy. Alors moi ça marche parce que j'ai déjà modifié le fichier etc host pour mettre l'adresse IP de ctf05.rootme.org avec associé au mot Wordy en local. Si vous aviez pas fait ça, du coup vous tomberiez sur une page inaccessible puisque votre ordinateur ne saurait pas résoudre le mot Wordy. Donc faut penser à faire ça pour pouvoir attaquer la machine Wordy. Une fois qu'on a fait ça, on voit rapidement que c'est une machine WordPress. Et du coup, qui dit WordPress dit WP-Scan. Donc WordPress, je vous rappelle, c'est le CMS, Content Management System, le plus utilisé sur donc les sites internet. Mon dernier test d'intrusion, j'avais dans mes cibles une cible WordPress, c'est très fréquent. Et la plupart des gros Content Management System aujourd'hui, Joomla par exemple et d'autres, ont leur outil qui s'attaque uniquement à eux. Et donc WordPress a été le premier à avoir un outil qui s'attaque uniquement à WordPress puisque c'est lui qui est le plus présent sur le marché. Du coup, on va faire un wscan-url http://wordy. Donc c'est la cible et je vais enumerate les plugins. Je vais énumérer les templates et je vais énumérer les utilisateurs. Ça devrait être pas mal dans un premier temps. Allons-y. Il veut que je le mette à jour, je le fais pas puisque la machine date de 2016 ou un truc comme ça, même je sais plus, mais en tout cas elle est ancienne, donc pas besoin d'avoir la dernière version de WordPress.
On voit donc que WordPress fait pas mal de checks automatiques, il vérifie les headers, il vérifie en connaissant, en brute forçant un peu les passes publiques courants de WordPress. Il arrive à trouver la version, donc ici 5.1.1. Et ce qui nous intéresse, donc il trouve aussi les thèmes utilisés, puisqu'on a fait énuméralité. Et ce qui nous intéresse, c'est que sur cette machine, c'est qu'il trouve aussi les utilisateurs présents sur la machine. Donc l'utilisateur admin, mais aussi Sarah, Graham, Mark et Jens. Donc première chose à faire, vu qu'on sait qu'on va faire du brute force grâce à l'indice du créateur ou de la créatrice de la machine, mais de façon en général en audit, quand on a le temps, on fait du brute force, ça coûte rien. On met ça dans un coin et en parallèle on fait autre chose. Alors du coup on va créer un fichier qui va s'appeler users. Dedans on va mettre ces différents utilisateurs, admin, Sarah, Graham, Mark et Jens. Et on a déjà le fichier password.txt. Donc on va pouvoir faire un wp-scan -url http://wordy -u users. Et je crois que c'est -p, mais je suis pas sûr de mon coup. Password.txt. Voyons voir si c'est ça. Toujours pas de mise à jour. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc là, il va brute forcer donc les 5 utilisateurs qu'on a trouvés avec les 2500 mots de passe extraits de RockU. Et là, on a donc pour 5 minutes environ. Et donc, ce qui est bien fait, c'est que vu qu'il a énuméré dans ces phases en amont que le XML RPC est présent. Donc XML RPC, c'est un service sur WordPress qui peut être utilisé de manière plus efficace pour le brute force. Et ben du coup il l'utilise pour faire son brute force. Sinon, en fonction des versions de WordPress, il faut jouer avec les tokens anti-CSRF, tout ça, c'est un peu chiant. Donc quand on a le service XML RPC, on peut s'épargner cette étape. Je fais une pause afin de vous éviter d'attendre le brute force. Ah, j'ai oublié de dire, ils ont bien progressé, enfin l'outil WP-Scan a bien progressé puisque déjà maintenant il y a une API qui va interroger donc une base de données contenant les vulnes de WordPress. Vous pouvez vous créer un compte et gratuitement vous pouvez faire 50 requêtes par jour sur cette base de données. Et si ça a bien progressé aussi, c'est au niveau de l'installation. Maintenant ça s'installe super facilement, puisque je me rappelle à l'époque où je passais l'OSCP, j'avais bien galéré à installer WP-Scan pour que ça fonctionne. Donc c'est un outil qui est devenu vraiment efficace et propre. Et voilà, le brute force est toujours en cours, mais on voit qu'il a déjà trouvé une première paire d'identifiants mots de passe qui fonctionne, Mark Helpdesk 01. Donc on devrait pouvoir se connecter en tant qu'admin. Donc on va sur wp-admin et on essaye de se connecter avec le Mark Helpdesk 01. Et en effet, on a bien accès au WordPress. Super. Donc maintenant qu'on est sur WordPress, qui est d'ailleurs bien la version 5.5.1 comme ça 5.1.1 pardon, comme ça avait été détecté. Et donc la version actuelle qu'il conseille de mettre c'est la 5.5.1 apparemment, donc effectivement c'est loin d'être à jour. Mais c'est pas ça qu'on va exploiter pour la suite de la machine. Ce qu'on va exploiter c'est le plugin Activity Monitor qu'on voit ici, qui est un plugin donc pour monitorer l'activité. Et d'ailleurs je peux pas cliquer dessus parce que sinon ça vous affiche mon IP public, mais vous verriez sinon que le plugin détecte qu'il y a un brute force en cours sur WordPress. Un brute force qui est d'ailleurs fini, donc il a trouvé qu'un couple de login mot de passe. Et donc si on regarde s'il y a des failles sur ce plugin Activity Monitor, on voit qu'en effet il y en a une de 2016 apparemment, décembre 2016. Donc je vais faire la copie, je vais ouvrir dans Mousepad ce fichier HTML
Et donc, Lidéric Lefebvre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'était trouvé en 2018, donc c'est pas si vieux, hein. Et donc c'est une combinaison de CSRF et de commande OS injection. OS commanding il appelle ça. Donc l'idée c'est que donc des injections de commande OS, on en a déjà fait sur d'autres vidéos Acksize, donc je vous laisse les regarder si vous voulez voir les autres cas. Mais globalement donc c'est l'idée, c'est de il y a une entrée utilisateur qui est mal assainie, mal nettoyée, et du coup on peut injecter dans cette entrée utilisateur, ici c'est celle-ci dans value, on peut injecter un pipe et une autre commande, et cette commande OS sera effectuée, exécutée par le système cible. Ça c'est des failles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont toujours d'actualité, hein, puisque j'ai encore poney un client cette année avec une OS commande injection. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut creuser la partie CSRF. Alors le CSRF, ou la CSRF, je sais pas comment on dit en français, c'est quoi? C'est l'idée que quand un navigateur web se connecte à une application, un service web, peu importe d'ailleurs, un site web, s'il y a déjà une connexion ouverte, donc si quelqu'un est en train de surfer sur ce site et qu'il a ouvert une session, et ben du coup le navigateur web, quand il se connecte à ce site web, il va mettre dans les cookies la session en cours. Du coup, si l'application web se base uniquement sur le cookie pour faire une action touchy, ce que j'appelle une action touchy, c'est tout ce qui est sensible du type créer un utilisateur, changer les droits d'un utilisateur, eh bien il suffit de trouver un moyen pour réussir à faire cliquer sur le lien à un administrateur ou une administratrice, et quand il va cliquer sur le lien, le navigateur va automatiquement mettre les cookies de la session en cours, et comme l'administrateur ou l'administratrice aura les droits de faire cette action, ça va créer l'action, et typiquement s'il fait pas attention, et il fait une action sensible pour un attaquant ou une attaquante. Dans notre cas, on n'a pas la possibilité de faire cliquer l'administrateur dessus, puisque c'est une machine simulée, donc il n'y a pas d'administrateur. Mais comme on a déjà un accès sur le WordPress, c'est nous-mêmes qui allons cliquer sur le lien qui aurait pu être fait pour essayer de poney un administrateur ou une administratrice. Je le marque ici, hein. Il aurait pu faire une RCU juste en faisant cliquer un admin sur un lien. Donc nous on va cliquer sur ce lien à la place de l'administrateur puisqu'on est déjà administrateur. Mais si mes explications sont pas claires, et je veux bien l'entendre, je suis pas super pédagogue, n'hésitez pas à regarder l'article de Wikili sur les cross-site request forgery. Ça vous permettra donc de un peu mieux comprendre ce type de vulnérabilité. Je mettrai le lien évidemment en dessous de la vidéo. Alors on va essayer d'exploiter tout ça. On est parti. Donc ici ce qu'on a changé, c'est la cible déjà. Nous c'est pas localhost, c'est wordy. J'ai viré le port 8000 puisque nous c'est sur le port 80. Ensuite donc ici, là il met un... Ah ouais, lui il fait du... Ah remarque, on pourrait tenter si ça marche ça. Mais non, sur le 127.0.0.1, il faudrait que je sois redirigé, c'est chiant. Donc lui il fait un bind shell, et nous ce qu'on va faire c'est un reverse shell, donc c'est-à-dire que c'est le serveur cible qui va se connecter à notre machine attaquante. Donc je vire le truc pour mettre en écoute, puisque lui il se connecte, il se met pas en écoute. Ici je vais mettre mon IP public, mon adresse IP public, quand je veux pas que vous la voyez, je la mettrai après en faisant une pause dans la vidéo. Moi j'utilise le port 43077, mais n'hésitez pas à utiliser le port de votre choix, ça c'est pas un souci normalement, sauf s'il y a un filtrage sortant évidemment du serveur vers vous. Eh bien je fais la pause et on va tester ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans Firefox. Et vous voyez donc ça c'est le lien que l'on a créé
et sur lequel on essaierait de faire cliquer un administrateur, mais comme nous on est déjà administrateur, c'est nous qui allons cliquer dessus. Et en face, on va mettre pas besoin de faire un sudo d'ailleurs, un NC en écoute sur le port en question. Bon, j'ai déjà fait une redirection qui va bien pour que l'adresse IP publique chez moi redirige sur cette machine. Par contre, si je clique dessus, je pense que ça va vous faire voir mon adresse IP publique, donc je suis désolé, je vais le faire avec une pause, et je reviens de suite. Ah non, c'est bon, en fait, j'avais peur que ça affiche l'IP public, mais non, pas de souci. Donc je viens de cliquer dessus, sur le submit request, et ça a bien initié une connexion vers ma machine attaquante. Et du coup, si je fais un ID, je vois que j'ai bien un shell en tant que www.data sur la cible. Donc comme d'habitude, si Python est installé, et c'est le cas, pour avoir un shell un peu moins pourri, on fait un import pty.spawn. Je vais mettre un bin bash. Voilà. Donc, nous avons un beau reverse shell sur la cible. En tant que www.data, nous la cible, je rappelle, enfin la cible, le but de l'exercice, c'est d'afficher le fichier /password, mais pour cela, il faut avoir les droits root. Et nous sommes pour l'instant pas root, donc nous ne pouvons pas faire ça. Et nous avons par contre encore pas mal de temps, donc c'est pas un problème. Alors, étape suivante, un peu d'énumération. Voyons voir ce qu'il y a dans les /home. Souvent là qu'il y a des choses intéressantes. Donc il y a 4 utilisateurs. Si on fait un ls-la un par un. Alors Jens, il a un backup là qui a l'air intéressant. Si je fais Jens/backup sh. Non, pas si intéressant que ça. Ensuite, on a quoi chez Marc? Stuff. Ah, je passe là. Donc ls-la mark/stuff. Things to do. Ça a l'air sympa, ça, voyons voir. C'est des mark/stuff. 4 things to do. Une to-do list donc. Restore, machin, buy present, add new user, Graham, done. Ah, tiens, il veut passer l'OSCP aussi. Nous avons un login mot de passe potentiel. Du coup, je vais tester de ce pas en SSH ce login mot de passe. Donc ça fait Graham @ctf05. Je pourrais même mettre Wordy, c'est marrant. Tiens, faisons voir. Yes. Yes. Mot de passe, c'est ça, a priori. Oui, c'est bon. On a bien un shell en SSH en tant que Graham. Donc maintenant qu'on est Graham, on va faire le classique sudo-l. Et dans le sudo-l, on voit que Graham peut exécuter en tant que Jens, sans taper le mot de passe de Jens, le script de backup qu'on a vu auparavant. Et si je fais un ls-la sur ce script backup, je vois que n'importe qui peut le lire. Et par contre que les devs et Jens peuvent le modifier. Et moi je fais partie de quoi, moi? Je fais partie des devs. Donc c'est bon, en tant que dev je peux modifier ce script. Et du coup je vais mettre un bin bash dedans, non? Je vais faire un genre un echo. /bin bash, vérifie que je vais pas écraser un truc important, sinon je le mets à la fin de la ligne. Je vais le mettre à la fin de la ligne. Alors, /bin/bash, tac tac, je mets à la fin du fichier. Comme ça, quand j'affiche le fichier, on voit bien que j'ai rajouté le bin bash, et du coup, si je fais un sudo -u jens et j'exécute ce script de backup, ça me lance un shell en tant que Jens. Donc j'ai fait un mouvement latéral de Graham vers Jens, mais vous devez connaître ça maintenant puisqu'on en a déjà parlé dans des vidéos sur Acksize.
Donc là c'est la grosse classique quand il y a un no password dans le sudo-l, souvent on a moyen d'exploiter la commande utilisée, enfin la commande sur laquelle on a les droits d'exécuter en tant que quelqu'un d'autre. Et je crois que pour la dernière étape, on va encore d'ailleurs avoir le même type d'exploitation. Voilà. Donc l'heure des gens, et gens au niveau sudo, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Il a le droit de lancer sans taper le mot de passe route un user nmap en route. Et ça aussi, je crois qu'on l'a déjà exploité dans une précédente vidéo, mais je vais en profiter pour vous montrer gtfo.beans, enfin gtfo.beans, je crois pas que je l'ai déjà fait sur Acksize. Donc gtfo.beans, c'est un super projet qui permet de vous taper un binaire Linux, et s'il y a une possibilité de l'exploiter pour faire autre chose que ce qui est prévu, il vous le dit. Donc là, on tape nmap, puisque on a les droits route pour exécuter nmap, et il vous dit qu'en effet, avec nmap en tant que route, vous pouvez avoir un shell en faisant ça. Et il y a aussi l'interactive mode dans les versions qui donne, mais nous on est en version 7.40, donc on pourra pas faire la version interactive. Donc on va faire la première. Et je crois qu'on n'a rien à changer d'ailleurs, c'est pas mal ça, tac tac tac. Faudra juste mettre un sudo Alors voyons voir si ça marche. Et là j'ai juste à faire cette commande, mais en mettant sudo devant pour qu'il la fasse en tant que route. Parfait, on est route. C'est tellement magique ce site gtfo.beans. Par contre on est route pas longtemps puisque j'ai perdu la main, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, en fait on voit pas ce qu'on tape, c'est ça? Ah terrible. Bref, on s'en fout. Donc là j'ai fait 4/password et on a bien le flag qui était le but de l'exercice. Donc on va flaguer dans route.me, même si j'ai déjà fait cette machine. Félicitations, Tenflow route la box. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on a pu pawner la machine parce que l'administrateur ou l'administratrice a fait différentes erreurs. Donc la première c'est d'avoir un mot de passe trop faible. Helpdesk 01 c'est pas un super mot de passe. Donc on a pu se connecter sur WordPress grâce à ça. La deuxième c'est que son plugin Activity Monitor n'était pas à jour. Donc il y avait une faille dedans qui nous a permis de récupérer un reverse shell sur la cible. Et une fois qu'on avait ce reverse shell, les sudos étaient mal... Enfin non, il y avait aussi d'abord un mot de passe qui traînait en clair dans une to-do list accessible à tout le monde. Ça c'est vrai que c'est un gros classique. Je dirais pas un gros classique, mais on a tendance à oublier sur les Linux que si on laisse le R pour qu'un fichier soit lisible par tout le monde, quand l'attaquant il a un www-data sur la cible, c'est bon, il peut lire tous ces fichiers. Et donc on a souvent des fichiers sensibles lisibles, même quand on est juste en www-data sur une cible. Après, il y a quand même, ça a pas mal progressé. La dernière fois que j'étais www-data, c'était il y a pas longtemps sur une cible, et il y avait notamment les bâches historiques qui étaient pas lisibles. Donc on a quand même pas mal de choses qui s'améliorent d'un point de vue sécurité sur les Linux. Voilà, et donc à cause des deux no passwords configurés sur les sudos respectifs de Jens et c'était Marc, je sais plus, enfin bref, on a pu devenir root et finir la machine d'essai en question. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou ailleurs, et à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.